Eh bien bonjour à tous, mesdames, messieurs. C'est la presse, la revue Les Grandes Unes. En fait, ce matin, le journal la nouvelle expression parle de vaccin contre le Covid-19, entre le marteau et l'enclume. C'est le titre proposé par le journal pour expliquer que des documents ont d'ailleurs alimenté les réseaux sociaux sur la préparation d'un décret devant rendre obligatoire le vaccin contre la pandémie Covid-19. Yaoundé dément en invitant donc à se laisser vacciner. C'est ce que le journal propose ce matin en page 3. Le journal parle également du Covid-19 avec de nouvelles mesures, une instruction de prise en charge des patients diagnostiqués Covid-19 vient d'être donc publiée et c'est en page 2 du journal. On parle également du rapport 102 morts en 2 mois, assassinats, kidnapping et violences se sont d'ailleurs multipliés durant ces deux derniers mois de l'année. C'est dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal ce matin. Et on parle d'élection à la CAF avec l'entente des géants. Bien entendu, donc les rancunes ou alors les concurrents, bien entendu, à la présidence de la Confédération africaine de football se sont repartis. Les postes à l'amiable, c'est ce qu'on lit en page 4 de ce numéro. On parle de masques également. Le non-port détecté. Et là, le Togolais Luposa a conçu un robot qui permet aujourd'hui d'assurer la sécurité dans les espaces publics en page 9 de la nouvelle expression ce matin. Le journal Cameroun Tribune qui en kiosque parle de réintégration des ex-combattants. Le Premier ministre demande d'accélérer le processus, c'est ce qu'on lit dans le journal. Le même journal parle également de la jeunesse avec le piège de la vie facile ce matin aussi dans le dossier de la page 15 à la page 17. D'autres informations sont contenues dans le numéro parlant de la CAF, la Coupe de la CAF, Coton Sport et notamment le défi algérien. C'est ce que le journal propose également en page 30 de Cameroun Tribune ce matin. Le journal du Sahel parle notamment de l'hommage vie et mort du ministre Adoum Gargoum. C'est dans le journal ce matin et on s'intéresse aussi à autre chose. On s'intéresse justement à l'extrême nord qui parle notamment des premiers réfugiés qui regagnent le Nigeria. C'est en page 8 du journal. Les du Sahel en kiosque ce matin également. Le journal à émergence parle des crises anglophones, tir croisé des parlementaires français et canadiens sur le Cameroun. C'est le journal qui le dit. En page 5, le journal parle également du commerce avec le déficit commercial du Cameroun qui demeure important. C'est ce que le journal propose aussi comme information dans le numéro de ce matin. Le journal Mutation parle d'affaires Sano. Paysage après la tempête, c'est le titre proposé par le journal. La suite est à lire en page 7. Le même journal parle également du coronavirus. Alerte aux variants sud-africains. C'est le journal qui le dit en page 9. Et puis, le journal Essentiel parle notamment de fraude, contrefaçon, faux et usage quotidien du faux. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd qui s'intéresse également au coronavirus. Vivement le vaccin au Cameroun, c'est le journal qui le dit. Aussi, le journal Diapason qui est en kiosque ce matin parle de constitution de 1996. Silence assourdissant sur l'article 66. Comme vous le savez, c'est un article qui parle notamment des biens et notamment et devoirs aussi. On parle donc des biens et avoirs. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin, le journal Diapason. Le journal a également d'autres informations aussi concernant le coronavirus au Cameroun. Des informations à lire ce matin. Le soir hebdomadaire parle de retour volontaire des réfugiés de Minawao avec 425 réfugiés nigérians en retour donc pour leur territoire. C'est une opération menée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi qui a d'ailleurs salué cette initiative aussi et surtout le Nigeria qui a également accueilli avec joie tous ses frères et sœurs. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le quotidien qui en kiosque parle également de bassin du Congo avec près de 7 milliards de francs CFA pour la conservation de la nature. Aussi d'autres informations ce matin dans le numéro que je vous invite à parcourir également. Voilà ce que la presse nous propose avec nos invités déjà sur ce plateau. Prince Aristide Ngekam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci. Bonjour à Vivien que je retrouve qui est parti de l'Ouest pour Douala. Voilà. Eh bien, donc je suis content d'être sur ce plateau ce matin. Comme tous les mercredis d'ailleurs. Comme tous les mercredis d'ailleurs. Je voudrais
à l'entrée de cette émission, saluer la mémoire d'un ministre qui est parti. Il fait déjà la une de quelques tabloïds ce matin. Il s'appelait Adoum Gaboum. Il était ministre délégué auprès du MIRES, chargé de la coopération islamique. Il a fait 27 ans à ce poste. Il y est arrivé depuis 1997. Il y est resté jusqu'à son départ. Il est décédé, il s'est confirmé du Covid. Il a été testé positif, transporté à l'hôpital central. Et c'est jusqu'avant-hier, c'est-à-dire il est arrivé déjà à l'IT au niveau de l'hôpital de la Caisse, de la CNPS, où il est décédé un jour après. Donc, je salue sa mémoire. C'est un homme charismatique, un homme d'État, qui a, à sa façon, contribué au développement du Logone et Chari, son département d'origine. On ne parle pas des morts, mais je vous aurais demandé, 27 ans en poste, quand même, c'est long aussi. Oui, le président l'a maintenu là-bas, ministre délégué, et beaucoup se demandaient pourquoi pas être ministre plein. Vous savez que dans le Logone et Chari, il y a deux grandes communautés, les Arabes Choua et les Tokoto. Donc, ce département a l'avantage d'avoir deux ministres. Le ministre Alamis Mousmane, qui est Tokoto, Kotoko, autant pour moi, et le feu ministre Adoum Gaboum, qui est Arabe Choua. D'accord. Alors, merci pour toutes ces informations également. On le savait déjà. De toute façon, la presse a évoqué ce matin. Bonjour, Vivien Tanfari, bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour au Prince Aristide. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent du côté de Bafoussam. C'est un plaisir pour moi d'intervenir sur ce prestigieux plateau pour la première fois. Très bien. Alors, pour la première fois, justement, nous allons parler du vaccin contre le Covid-19 par la première fois dans ce programme. Mais vous, donc on parle de Entre le marteau et l'enclume. C'est le titre proposé par le journal La Nouvelle Expression. Pourquoi ce choix? Oui, Entre le marteau et l'enclume, pourquoi? Parce que nous observons une certaine hésitation une certaine hésitation du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il y a ce document qui a fuité, faisant état de ce que le gouvernement avait l'intention d'introduire ou de rendre obligatoire le vaccin au Cameroun. Et entre-temps, on a eu la sortie du ministre qui est venu, Manaouda Malachi, qui est venu dire que ce projet n'était pas d'actualité. Or, nous avons tous vu le document qui était signé du secrétaire général de son ministère. Ça démontre qu'il y a une certaine hésitation. Le gouvernement, peut-être, qui a voulu observer l'opinion, comment l'opinion pouvait accueillir une telle mesure. Le journal parle de ballon d'essai. Oui, c'est un ballon d'essai. On a cette impression-là. Parce que le ministre fait d'abord, on laisse le secrétaire général du ministère lancer ce ballon. Et après, le ministre revient après pour voir comment l'opinion va accueillir. Et cette réaction de l'opinion amène le ministre à faire une deuxième sortie pour dire que c'est un fake. Or, nous savons chez nous qu'il y a une certaine façon de fonctionner qui peut nous amener à croire que le gouvernement a voulu tester l'opinion. Et vous vous avez rendu compte que tout à l'heure, il y a un journal qui a titré vivement le vaccin. Donc, on a l'impression que nous sommes dans un processus de préparation de l'opinion par rapport à un projet qui serait en gestation. Donc, vraiment, c'est le gouvernement entre le marteau et l'enclume. Voilà, c'est le titre choisi par La Nouvelle Expression. Prince Aristide Ngekam, c'est pour expliquer tel que Vivien le dit, écoutez, ou alors simplement que c'était... Je pense que fake ou pas fake, la personne qui est habilitée a dit que le document en question est un fake, c'est le ministère. C'est-à-dire que d'où part qui peut être responsable de ce document en réalité. Bon, maintenant, si le ministre Manaouda sort pour dire que le document en réalité est un fake, mais dans la constitution des projets, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, c'est une surprise de savoir que le ministre sort pour dire que c'est un fake. Donc, qui prépare généralement les projets? C'est le secrétaire général, c'est qui convoque les différents directions techniques, les inspecteurs généraux, les conseillers techniques et les directions concernées, parce que vous saviez très bien qu'il y a une direction de la vaccination au niveau du ministère de la Santé, et qui prépare qui peut préparer un projet, en vue de le soumettre peut-être à l'Assemblée nationale pour rendre obligatoire les vaccins. Mais je pourrais vous dire que dans aucun pays au monde, le vaccin n'est proprement dit obligatoire. Mais vous savez que
les parents, ou alors pour des enfants, pour ceux qui ont des enfants, vous savez normalement que il faut, à un certain âge, il y a des vaccins qu'on doit administrer aux enfants, mais on ne va jamais arrêter les parents à la maison pour leur demander de venir vacciner vos enfants. Vous-même, à votre âme et conscience, vous saviez que vous devriez vacciner votre enfant. Alors, est-ce que la réunion s'est tenue ou elle ne s'est pas tenue, et quel était l'objet de la réunion? Parce qu'il y a... La réunion ne s'est pas, selon le document, c'était une sorte de convocation des fonctionnaires de ce ministère pour s'asseoir afin de réfléchir à ce qu'il faille proposer au gouvernement. Mais maintenant, si on veut aller plus loin, dans aucun pays actuellement, parlant du Covid, on a dit vaccin, on n'a pas dit vaccin contre le Covid. On a dit vaccin dans le document, si on s'en tient, si on veut faire un peu de la sorcellerie, parce que ce que nous faisons là, c'est un peu de la sorcellerie. Parce que le ministre est sorti pour dire que non, le document n'est pas attribué au ministère de la Santé, mais pour information, actuellement, c'est la Suisse qui a commencé le vaccin. Je pense que c'était depuis décembre 2020, mais le vaccin en question n'est pas obligatoire. Mais à titre d'information aussi, dans certains pays, lorsque vous êtes vacciné, vous ne présentez plus de texte, notamment dans les pays de l'Amérique du Nord, le Costa Rica et autres, l'Amérique du Sud autant pour moi, le Costa Rica, le Brésil, un certain nombre de pays, lorsque vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin de présenter un résultat d'un texte pendant votre voyage. Mais maintenant, plus loin dans la réflexion, d'aucuns pensent que pour contraindre les gens à se faire vacciner, peut-être certains pays sont en réflexion en train de dire, par exemple, si vous voulez venir chez nous, il faille que vous montrez patte blanche, c'est-à-dire que... Alors, de fait, estime que la convocation, en tout cas, qui permettait à ce qu'il y ait rencontre, permet également de voir comment est-ce que le vaccin va être introduit dans le programme élargi de vaccination. Mais oui, c'est normal, et Vivien l'a dit. C'est-à-dire qu'en matière de stratégie de communication d'influence, on peut prendre un document, on le conçoit, on le balance pour voir un peu comment l'opinion va réagir. On peut passer même par la presse pour dire, Vivien l'a dit, qu'il faille se vacciner en rapport avec l'évolution du Covid. Vous aviez même des journalistes, des hommes des médias qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire, non écoutez, moi j'ai envie de me faire vacciner, ça peut être une stratégie. Ils sont nombreux. Vous allez sur les différents réseaux, et des gens disent, moi j'ai envie de me faire vacciner, dites-moi là où on commence à vacciner, je vais aller m'aligner pour le faire. Je pense que le gouvernement peut être dans cette stratégie-là. Oui, je voudrais ajouter que, parlant de la stratégie de lutte contre cette pandémie, je pense que le gouvernement, à certains moments, devrait rassurer la population en démontrant qu'il n'y aurait pas d'enjeu caché. Quand je dis il n'y a pas d'enjeu caché, il faudrait que les solutions camerounaises soient explorées. On a des médicaments, je ne voudrais pas revenir, comme ceux de Monseigneur Cléda, qui jusqu'à présent, aucune personne, aucun patient ayant pris ce médicament n'a relevé des effets secondaires. Oui, des effets secondaires. Pourquoi on n'explore pas ces pistes? À côté de lui, il y a tellement de Camerounais qui ont travaillé sur la question. On ne peut pas totalement ignorer ces gens-là, nos chercheurs qui travaillent jour et nuit, qui essayent de trouver une solution pour une pandémie qui est en train de faire des ravages. Et au lieu d'encourager cela, on est prêt. Je ne sais pas si les vaccins qui vont arriver, comme ils vont arriver, seront achetés par le gouvernement ou ce sera offert par des partenaires. Oui, dans le cas où c'est acheté, pourquoi n'avons pas mis cet argent pour encourager ceux-là qui sont en train de faire la recherche et qui ont trouvé des solutions pouvant aider les Camerounais pour faire face à la situation que nous vivons actuellement? Il est bien vrai. Ce qui est sûr, sans doute, vous allez certainement le relever pour dire que s'il faut aller, il faut sortir du pays, forcément on vous demandera si vous avez reçu un vaccin. Naturellement. Sauf si vous voulez rester au Cameroun. Je dis si vous avez par exemple, fait un test qui montre que vous n'êtes pas porteur de la maladie, à quoi servira donc le vaccin? Julien, si vous n'êtes pas porteur... Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, comme vous savez qu'au centre de vaccination, lorsque vous voulez aller en France, je prends un cas pratique, vous voulez aller en France, on vous dit il y a un certain nombre de vaccins
obligatoire que vous devez faire, c'est le carnet jaune. C'est-à-dire que lorsque vous allez à l'aéroport, lorsque le policier, il vous a... C'est-à-dire en dehors de votre passeport et votre visa, il veut voir ce type de vaccin. Lorsque vous voulez aller au Tchad voisin, il y a un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires. C'est-à-dire que pour contraindre les gens, c'est facile de contraindre les gens à se faire vacciner. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un pays comme la France décide que si vous voulez entrer dans notre territoire, vu la montée de la pandémie, vous devrez avoir un vaccin anti-Covid. Et vous serez, si vous voulez voyager pour aller là-bas, vous êtes obligé de le faire. C'est très, je vous dis, c'est très facile. D'accord. C'est très facile. Des moyens sont faits. Bon, concernant le même document, vous avez vu la lettre une autre lettre du ministère de la Santé qui n'est pas sortie pour dire que c'est un fake. Qui parle des nouvelles mesures. Qui parle non seulement des nouvelles mesures, mais qui dit que lorsque les vaccins qui arriveront bientôt, il faille vacciner en priorité le personnel de santé ou alors le personnel hospitalier et les personnes vulnérables. C'est-à-dire les personnes vulnérables, ce sont les gens de plus de 50 ans. Les enseignants. Les enseignants et de plus de 50 ans, dans tous les cas. Ceux qui ont de plus de 50 ans. C'est-à-dire que ça voudrait dire que le vaccin ça voudrait dire... À une cible. Ouais, non seulement à une cible, ça voudrait déjà dire que le vaccin ne sera pas, ne viendra pas en grande quantité. Mais le peu qui arrivera, il faille le concentrer sur les personnes vulnérables et sur le personnel de santé. Et même au sein du personnel de santé, il y a une réflexion qui est en train de se mener parce que ceux-là même sont dubitatifs. Lorsque un médecin lui-même commence à être dubitatif, combien de fois le citoyen lambda? Donc, pour rassurer l'opinion, il faille faire une bonne campagne d'explication et faire des modèles. C'est-à-dire, j'ai vu dans d'autres pays où les présidents se mettent, bon, on n'est pas sûr si c'est le même vaccin qui est inoculé, si c'est le vaccin propre qui est inoculé, mais c'est toute une campagne qui est menée pour rassurer l'opinion. Et je voudrais dire encore et nous le disons tout le temps, et Vivien l'a dit tout à l'heure, c'est que nous avons avec la maladie qui va grandissant au sein de nos populations, il faille que le ministère de la Santé, même pas le ministère de la Santé, le gouvernement puisse rappeler nos tradis praticiens et d'autres médecines naturelles pour qu'on puisse l'amplifier, parce que le Covid est là, il circule, les gens meurent tous les jours du Covid. Le ministre Adoum Gagoum est parti, c'est un signe que le Covid est là et que des gens passent de vie à trépas. D'accord. Alors, donc c'est un sujet que je vous invite à lire dans la Nouvelle Expression ce matin, parlant de ce vaccin contre le Covid-19, entre le marteau et l'enclume. Et aussi, on parle donc de cette nouvelle mesure avec une instruction de prise en charge des patients diagnostiqués Covid-19. Mais seulement, le journal rappelle quand même qu'il y a moins de place pour les nouveaux patients avec cette nouvelle souche. Oui, quand on parle de nouvelles mesures, il y a un peu lieu de s'interroger. Vous savez que des points qui avaient été jadis construits pour accueillir les patients ont été démantelés, notamment au stade Bapélepé. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, quand on parle de ces nouvelles mesures, il faudrait d'abord que les anciennes soient bien appliquées. Il ne suffit pas seulement chaque fois, quelquefois pour montrer qu'on est en train de travailler, qu'on nous sorte des mesures alors que les anciennes ne sont pas toujours respectées. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'évaluer ce qu'on avait pris jusque-là. Le port du masque, aujourd'hui, n'est plus respecté. Quand je sortais tout à l'heure, je me suis rendu dans Malgré le rappel du Premier ministre. Oui, ce n'est pas respecté. Je dis, quand je sortais tout à l'heure, je me suis arrêté devant un centre de santé où j'ai fait cette expérience. Il y avait le dispositif de lavage des mains qui était installé, mais il n'y avait pas d'eau. Personne. Non, je dis, on ne passait pas et il n'y avait pas d'eau. Je ne cite pas l'hôpital, mais je dis, il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce que le gouvernement fait en ce moment? Le plus important n'est pas chaque fois de venir dire qu'on est en train de prendre de nouvelles mesures. Il faudrait d'abord qu'on fasse appliquer les mesures qui existaient déjà, notamment comment faire appliquer ces mesures. Non, je dis le gouvernement a tous les moyens. Oui. Le gouvernement a tous les moyens de pousser ces gens-là à respecter les mesures qui ont été prises. Nous avons vu par exemple, quand vous faites un tour dans les débits de boissons, j'ai dit, c'est la catastrophe. Tout le monde est assis, on ne respecte rien du tout.
Et puis, on se plaint et après on se plaint chaque fois qu'il y a des nouveaux cas et on vient chaque fois, lorsqu'on veut exister, annoncer de nouvelles mesures. Sorti, Flavien. Je voudrais dire ce que Vivien dit est important. Et je voudrais dire une chose. Vous savez, lorsque le Covid a commencé et que les gens mouraient pratiquement tous les jours, des mesures étaient strictes. C'est-à-dire que je connais des magasins de grandes surfaces où vous ne pouviez pas entrer si vous n'avez pas de masque ou vous n'avez pas lavé les mains. C'était automatique. C'est-à-dire que l'agent de sécurité vous dit, allez laver les mains. Si vous ne lavez pas les mains, ou bien vous n'avez pas de masque, vous rentrez chez vous. C'était obligatoire. Et il vient de dire une chose. Je suis allé dans le centre qui est pratiquement à côté de nous, de dépistage. Mais il n'y a pas un gardien à la porte pour rappeler les gens. C'est-à-dire vous venez vous faire dépister. Mais pour rappeler les gens que mettez votre masque. Ça doit commencer par là. C'est-à-dire on doit obliger des gens. Parce que ceux qui sont malades ne doivent pas contaminer les autres. Ça, je suis totalement contre. C'est-à-dire qu'il faut accès. Il y a des agences de voyage où j'ai vu vous voyager, on ne vous oblige pas à mettre le masque. Les gens sont dans le bus comme ça. Les bus ne sont pas désinfectés. Disons, les bus ne sont pas désinfectés. En dehors des désinfectés, les gens ne lavent pas les mains. Pourtant, il y a d'autres agents de voyage qui obligent les passagers à mettre des masques. Si vous n'avez pas de masque, vous n'entrez pas dans le bus. Je voudrais dire qu'il faut axer encore sur la sensibilisation. Moi, je voudrais féliciter ici, en passant, j'ai vu le sous-préfet je pense que le sous-préfet de Yaoundé 2, Mamadi, qui était en plein Mokolo, au marché Mokolo, en train de sensibiliser les mamans. Il faut donner des moyens à ces autorités administratives pour qu'ils puissent sensibiliser les gens. Il ne faudrait pas que le ministre Mandaouda seul se mette à tweeter ou alors faire des conférences de presse. Il faut déployer les moyens auprès des autorités administratives pour qu'on puisse accentuer la sensibilisation. Les gens ne suivent plus l'air. Il y a une question de conscience également. Oui, en dehors de... Il faut savoir qu'il y a des mesures à respecter. Mais il faut les obliger, puisqu'ils ne les respectent pas. Faites un tour dans la rue. Vous protégez votre Exactement. Faites un tour dans la rue. Vous remarquerez que les gens ne mettent pas de masque. Lorsque vous demandez à quelqu'un où est votre masque, ils en rient. Ils en rient. Ça veut dire que c'est dans la poche. C'est dans la poche. Ça veut dire je pense qu'il faut contraindre. Vu la résurgence du Covid, il faut contraindre les gens à respecter ces mesures. Sinon, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Très bien. Alors, ce sont des sujets que vous aurez à lire dans la presse ce matin. De nouvelles mesures aussi, en page 2, et avec à côté, donc entre le marteau et l'enclume, parlant du vaccin Covid-19. Il y a le journal Diapason ce matin qui parle de Constitution de 1996, revue, corrigée, et également avec le silence assourdissant sur l'article 66, dans la déclaration des biens et autres. Je dis c'est un débat qui revient chaque fois et je crois à quelques jours des retrouvailles entre les parlementaires, il est important. Il est important que qu'on fasse ressurgir cette question qui se pose depuis des années. Parce qu'au Cameroun, on s'est rendu compte que il y a cette façon, un enrichissement inexpliqué des fonctionnaires. Nous connaissons tous des fonctionnaires qui sont fonctionnaires, mais qui sont chefs d'entreprise. Et tout le monde le sait. On sait qu'ils sont fonctionnaires. Mais on le sait. Je suis persuadé que vous en connaissez aussi. Je dis qu'ils sont fonctionnaires, mais qui sont patrons d'entreprise, s'enrichissent. On ne sait pas si l'argent... Si leurs parents avaient beaucoup d'argent. Si leurs parents avaient beaucoup d'argent. Et généralement, il y en a qui partent de leurs services, je dis les services publics où ils sont, prennent du matériel pour injecter dans leurs entreprises. Ça, c'est connu aussi. Et on en connaît. Je dis, il faudrait qu'à un certain moment, avant que quelqu'un intègre, accède à un certain niveau de responsabilité, qu'on sache ce qu'il a. Qu'il déclare bien, la Constitution le prévoit, bien sûr. On sache ce qu'il a. Au moment de le démettre de sa fonction, qu'on sache exactement ce qu'il a eu. Et si on se rend compte qu'entre-temps, il atteint un certain niveau d'enrichissement, qu'on fasse une enquête pour comprendre comment il en est arrivé à ce niveau d'enrichissement. C'est tout à fait prévu par la loi. Et à la veille de la session parlementaire, il est important que cette question-là soit soulevée. Malheureusement, comme on dit, la majorité obèse de l'autre parti, du parti au pouvoir, fera que cette question soit complètement ignorée, alors que c'est une question importante pour la construction d'une nation. Si je vous demandais si vous connaissez une seule personne qui a déclaré ses biens après la nomination, vous connaissez quand même quelqu'un? Oui, il y a eu quelque part des hommes politiques, pas forcément des fonctionnaires. Et c'est ce que vient dire. Ce débat, ce n'est pas un grand débat. C'est un débat qui est simple.
C'est-à-dire qu'il faut simplement appliquer l'article l'article 66. C'est-à-dire que lorsque vous accédez à une fonction comme directeur général ou bien une fonction donnée, vous déclarez vos biens, vous dites voici ce que j'ai. Lorsqu'on vous demande. Vous avez plein d'amis directeurs, généraux également. Oui. Vous connaissez un parmi eux qui a déclaré ses biens après la nomination? Publiquement, non. Publiquement, non. Donc, je pense que ce sont nos institutions qui doivent les contraindre à simplement appliquer cet article. Vous avez, Vivien l'a dit, vous avez des fonctionnaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui est officiellement, touche 250 000. Vous voyez, même si vous prenez du crédit, vous voyez, il a des investissements de 300, 400, 500 millions de francs. Je dis 400, 500 millions de francs. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Vous faites seulement un tour du côté de Denver, où il y a un quartier qui s'appelle Denver, à Bonamoussadi, il y a des cités où on vous dit c'est pour les douaniers, c'est pour les inspecteurs des impôts, c'est pour ci ou c'est pour ça. Vous avez des fonctionnaires qui ont même 100 000 francs, mais qui ont des immeubles. Et ils ont fait des économies. Économie comment? C'est-à-dire que, je dis économie comment? Avec le coût de vie du Cameroun. Est-ce que vous savez qu'un fonctionnaire normal, c'est-à-dire que vous avez 300 000 francs CFA, je dis que ça c'est le top. Si vous avez 350 francs, pour construire une maison, même si vous faites des énormes économies, il vous faut au moins 20 ans. Il vous faut au moins 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle des institutions comme le Crédit Foncier sont là. C'est-à-dire que vous faites un prêt, vous êtes capable de faire un prêt de 10 millions de francs et on coupe sur votre salaire pour que vous puissiez vous construire. Mais ça ne vous donne pas, ça ne peut pas vous permettre de construire tout un immeuble de R+4 ou R+5. Mais il y a des fonctionnaires qui s'en vendent, vous les trouvez, vous dites j'ai 5, 6, 7 voitures, vous vous demandez comment ils ont fait. Donc il faut simplement l'appliquer et nous avons toutes les institutions qui sont là. Toutes les institutions qui sont là, il faille seulement qu'ils puissent faire leur Alors, la façon qui révèle le sujet ce matin, parlant de Constitution de 1996, avec ce silence assourdissant sur l'article 66, vous aurez l'occasion de lire l'article en question. Il y a le journal Le Soir hebdomadaire qui revient sur le retour volontaire des réfugiés des Minaraos. Donc, on voit bien qu'il y a 425 réfugiés nigérians en route pour leur territoire, bien accueillis d'ailleurs par les autorités de ces pays. Oui, il faut tirer un coup de chapeau cette fois-là au Cameroun, au gouvernement du Cameroun qui a accueilli ces réfugiés qui sont partis du Nigeria à la suite des incursions de Boko Haram et autres attaques. C'est le ministre de l'administration territoriale qui pilote. Exactement, qui ont été obligés de se réfugier au Cameroun et notre pays les a accueillis, traités et soignés. Et pour la symbolique, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Diaye, a fait le déplacement pour aller les accompagner, pour dire le Cameroun, c'est une terre d'accueil. Nous ne chassons personne chez nous. Lorsque des gens ont des problèmes qui sont contraints de venir chez nous, les accueillons. Nous essayons tant bien que mal de les encadrer. Et lorsqu'il y a du calme de l'autre côté, nous les accompagnons. Donc je pense que c'est ce message. Mais je voudrais dire aussi aux Minat qu'il n'y a pas que les réfugiés de Minao. Il y a d'autres, nos compatriotes même, qui souffrent dans notre pays, qui ont des problèmes d'abri, notamment les déplacés de la crise anglophone. Nous voyons le déploiement du gouvernement en train de donner des savons et autres choses. Ça ne suffit pas. Je pense que le Minat, parce que ça relève de son ressort, doit mettre un accent particulier là aussi dessus. Au moins c'est fait, de toute façon. Oui, je crois que le gouvernement, le ministre de l'administration territoriale a bien fait, mais je pense qu'il peut aller au-delà. Vous savez que le gouvernement a d'abord l'obligation de protéger ses citoyens. Ses citoyens d'abord, hein. Nos frères des pays voisins, ce sont nos frères, on les aime également, mais la priorité de nos moyens doivent être investis prioritairement pour le mieux-être de nos citoyens. J'aurais beaucoup applaudi si on me disait qu'on a mis en place un dispositif pour ramener des Camerounais qui sont à l'étranger et qui sont bloqués là-bas. Il y en a qui veulent que la situation sécuritaire s'améliore dans leur pays pour qu'ils retournent. C'est là où j'attends véritablement le ministre de l'administration territoriale. Ce qu'il a fait, c'est bien, mais je pense qu'il faudrait qu'il se penche également sur cette question des Camerounais qui sont bloqués à l'étranger parce qu'il n'y a pas la sécurité au Cameroun. Quand on ramène la sécurité, cela revient. Là, on va c'est le ressort du ministre des Affaires étrangères. Non, je dis. On appelle ce nom des relations extérieures, bien entendu. Non, je dis le ministre de l'administration territoriale a un rôle à jouer dans ce processus.
Il faut qu'ils reviennent donc. De toute façon, c'est le journal qui propose le sujet ce matin. On parle notamment de ces réfugiés nigérians qui ont retrouvé leur terre il y a quelques heures seulement. C'était avant-hier, hier aussi. Ça, c'était en vague. Alors, on va davantage commenter l'actualité proposée par la presse ce matin. Il y a aussi Émergence qui est revenu sur cette groupée des parlementaires français et canadiens sur le Cameroun. Oui, vous savez que le Cameroun, depuis quelque temps, est devenu l'attraction de beaucoup de pays, tout simplement parce que la situation que nous vivons chez nous est assez préoccupante. Que cela vienne de temps en temps donner un point de vue, certains peuvent qualifier cela d'ingérence, mais je pense que c'est tout à fait normal que de temps en temps, vous sachiez qu'il y a des gens qui suivent ce qui se passe chez vous et qui sont prêts à vous apporter leur soutien au cas où. Je dis, le Cameroun, il y a la situation socio-politique qui est restée tendue depuis la dernière élection présidentielle et même les dernières élections régionales. Il y a cette crise qui persiste dans les régions anglophones du pays. Il y a la situation qui ne s'est pas complètement rétablie dans l'extrême nord. La frontière avec la RCA également, ça préoccupe. Donc je dis au Cameroun, il y a tellement de sujets qui peuvent faire que ces pays étrangers, pays amis du Cameroun, pour parler comme les gens du gouvernement, ces pays amis du Cameroun, c'est tout à fait normal que de temps en temps, ils se préoccupent de notre situation. D'accord. Alors, nous sortons de l'émission. Exactement. Je voulais dire que quand vous avez des amis, c'est-à-dire que vous avez des pays, on a l'habitude de dire des pays amis, qui ont un droit de regard, c'est-à-dire que on parle ici de la crise anglophone, c'est-à-dire qui estiment que le Cameroun ne gère pas bien la crise anglophone. C'est ce qu'il faut dire totalement. Et vous vous souvenez qu'il y a eu une affaire qui a fait des conseils qui a fait les choux gras de la presse, notamment les parlementaires, un certain nombre de parlementaires camerounais qui ont envoyé une réponse aux parlementaires américains pour dire que vous n'avez pas de leçons à nous donner parce que vous gardez des belligérants ou alors des terroristes qui donnent des donneurs d'ordre. Ici, ça fait les choux gras de la presse. Et des gens ont estimé que ceux-là n'avaient pas le droit, que les parlementaires camerounais n'avaient pas le droit de servir cette lettre au parlementaire américain. Moi, je suis un peu surpris. Autant on applaudit quand ce sont d'autres qui nous donnent des leçons. D'accord. Mais on refuse que Merci. Les parlementaires camerounais puissent envoyer aussi un signal. Non, je crois que là-bas, c'est un faux débat. Là-bas, la question se posait au niveau. Et ceux qui ont pris à partie en mettant en jetant en pâture l'honorable ont eu totalement tort. Non, parce que tout le monde a le droit de donner un point de vue. Non, je crois que autant cette préoccupation pouvait être comprise tout simplement parce qu'on n'a pas vu ces parlementaires camerounais être autant actifs. L'Assemblée nationale, c'est demain. Merci. J'ai vu le SDF soulever ce problème. C'est la fin de cette édition à l'Assemblée nationale. Je dis qu'il faut déjà l'encourager. L'Assemblée, c'est demain. Ça va être 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.